Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, on va débriefer l'étape numéro 2 de ce Giro, on parlera également de Liège-Bastogne-Liège mais ça sera dans une autre vidéo. J'ai regardé les deux courses en parallèle, alors je peux vous dire que j'ai eu une crampe au doigt en passant d'une chaîne à l'autre. À un moment je croyais que Patrick Chassé commentait Liège-Bastogne-Liège et que Alexandre Pasteur commentait le Giro, j'ai dû zappé, j'ai eu une crampe au doigt, enfin ça a été fantastique. Et à un moment je pensais même que j'allais commenter la course, mais non, c'était Johan Alfredo qui commentait la course. Je reviendrai même peut-être sur la performance de Johan Alfredo parce que ça m'a excité. Alexandro Valverde, ça m'a irrité l'oreille. Bon, pour l'étape numéro 2, c'est pas pire que les commentaires un peu en retard de Cyril Guimard également sur la chaîne L'équipe et de la réalisation italienne toujours au poil, vraiment la chute de Viviani qui est diffusée 5 bornes après, c'est l'organisation à l'italienne comme on l'aime. Cette étape numéro 2 du Giro qui nous emmenait donc du côté d'Agrigento, deuxième étape sicilienne. C'était une étape un peu plus vallonnée, même si les difficultés étaient assez limitées. Ça se concentrait surtout avec cette fameuse arrivée au sommet d'une côte de 4e catégorie du côté d'Agrigento. Qui certainement était trop difficile pour les sprinters, parce que je rappelle que la dernière fois qu'on était allé à Agrigento, c'était Riccardo Rico qui s'était imposé. Alors certes avec une étape un peu plus longue et un peu plus difficile, bon Riccardo Rico qui était dopé, mais qui était aussi un puncher, et il n'y avait aucun sprinter dans le top 10. Et en 94, c'était Luc Leblanc qui avait été champion du monde du côté d'Agrigento. Donc là aussi, pas forcément un sprinter quand on connaissait les qualités de Luc Leblanc. Donc ça convenait forcément au puncher. J'ai quand même été assez surpris que certains sprinters tentent le coup comme Arnaud Démare. Parce que moi, je le savais dès le départ que ça allait être assez difficile. Le résumé de l'étape, assez rapide. Une échappée qui est partie au kilomètre 0 avec Thomas De Rent, avec Ben Gastower d'AG2R La Mondiale. Nous avions également Mathias Baïs, également Alessandro Tonelli et Etienne Van Empel de Vinizabou, un coureur néerlandais qui est dans cette équipe italienne. Van Empel, en fait, on l'a beaucoup vu dans la journée parce qu'il a eu une chute alors qu'il était dans l'échappée. Au bout de 10 km d'échappée, il chute en prenant mal à virage et également un problème mécanique, donc ce qui fait qu'il a passé plus de temps derrière l'échappée que dans l'échappée pendant cette journée. Du côté du classement de la montagne, on avait un classement de la montagne en début de journée au bout de 40 km de course. C'est Thomas De Rent qui l'a remporté devant Mathias Baïs et Etienne Van Empel. Au sprint intermédiaire qui était une dizaine de kilomètres après, là encore De Rent s'impose du côté de l'échappée. C'est Gaviria qui remporte le sprint du peloton devant Démare et Sagan, et à ce moment-là, chute de Viviani. On aura également une chute à 20 km de l'arrivée avec Nicolas Hédé par exemple dans cette chute, Aurélien Paré-Peintre également du côté des Français. Et puis dans le final, vous avez au départ un rythme très important, pas forcément une équipe contrôle, c'est-à-dire vous avez Ineos, mais également Jumbo, mais à un moment également la Groupama FDJ. Il n'y a pas une équipe qui a vraiment la main mise. Et puis on a une attaque de Bois-Carman du côté de la Flamme Rouge, coureur qu'on connaît assez bien, Lucas Bois-Carman, qui avait remporté un Tour du Limousin, je crois me rappeler, Lucas Bois-Carman. Et puis, attaque de Wackerman suivi par Sagan, Mickaël Honoré et Ulissi. Sagan et Wackerman sont un petit peu lâchés. Sagan arrive à revenir sur Mickaël Honoré et Ulissi. Et c'est c'est Diego Ulissi qui s'impose presque facilement devant Sagan. Le bilan des Bleus, pas une très très bonne journée pour les Bleus, il faut le dire. Du côté d'AG2R, on peut quand même se féliciter. Je rappelle, le bilan des Bleus, c'est soit les coureurs français, soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises. Donc on peut quand même se féliciter de l'échappée de Ben Gastower. Ça permet de débloquer les jambes, c'est toujours pas mal. Il y aura d'autres étapes, je pense, pour Ben Gastower sur de la moyenne montagne. C'est quand même un coureur qui a un très très bon rouleur. En plus, il faut quand même le rappeler. Ça a permis en plus à AG2R de pas forcément rouler parce que c'est vrai que Vandrame pouvait faire un bon résultat, c'était totalement réalisable pour le coureur italien. Donc Ben Gastower a fait ce travail-là. Pour Arnaud Démare, comme j'ai dit, ils ont quand même tenté le coup, mais c'était trop difficile pour moi, quasiment 4 km de montée. Alors c'était pas des gros pourcentages, mais je rappelle que les 4e catégories en Italie sont souvent un peu plus difficiles que les 4e catégories
en France. Il remporte également un peu plus de points. Mais Démare était vraiment... C'était trop dur pour Arnaud. Et puis, mauvaise journée du côté de la Cofidis. Avec Viviani, Consoni, Nicolaïdé qui sont tombés. Avec un Nicolaïdé en plus qui a eu beaucoup de mal à remonter sur son vélo. Il a mis beaucoup de temps, donc on verra si demain il peut repartir, parce que c'est toujours un petit peu dommageable ce genre de situation quand ça arrive. C'est vrai que les coureurs cyclistes n'aiment pas trop tomber, et surtout dans ce genre de situation. Donc voilà, il faut voir si Nicolaïdé n'a pas une fracture ou des plaies un peu trop importantes, parce que je pense qu'il veut jouer le classement de la montagne, Nicolaïdé, cette année sur le Giro, et surtout remporter une belle étape. Et que si vous êtes un peu en difficulté physiquement, même si les grosses étapes de montagne arrivent en 3e semaine, il y a déjà des choses intéressantes en fin de première semaine, donc il faut éviter de trop tomber de toute manière sur un grand tour. Ça c'est totalement intelligent de dire il faut pas tomber tous les jours, sinon vous allez être un petit peu en difficulté. Mais voilà, mauvaise journée pour Cofidis. En plus, Viviani donc ne prend pas de points en sprint intermédiaire. Donc il a déjà un petit peu de retard sur Démare et Sagan au niveau du classement du meilleur sprinter. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, moi je commence avec notre ami Diego Ulissi, 7ème. Victoire sur le Giro, pas 7ème de l'étape, 7ème victoire d'étape sur le Giro. C'est Monsieur Giro, Diego Ulissi, parce qu'ils sont pas beaucoup à avoir 7 victoires d'étape sur un même grand tour dans le cyclisme, et surtout sur leur tour national. Il y a Fedrigo en France qui devait en avoir 5 ou 6 sur le... Parce qu'il y a un moment, il en avait plus que Vauclair, des victoires d'étape, petit Eric Fedrigo. Vous avez Ulissi. C'est surprenant parce que Ulissi, je l'ai déjà vu sur d'autres grands tours, sur le Tour de France, je l'ai jamais vu performant. Même quand il n'est pas au top, je m'excuse ce petit bâillement, même quand il n'est pas au top, Ulissi, en Tour d'Italie, il arrive quand même à en claquer une. Et ça, c'est quand même un sacré talent. En plus, là, c'est quand même une belle étape, parce que réussir à battre Sagan, qui est quand même pas un peintre, Peter Sagan. Et puis il a été très intelligent dans sa manière de faire, c'est-à-dire que il a pas attaqué en premier, il a suivi l'attaque de Wackerman. Quand il sent il relance un petit peu quand Wackerman n'est pas au top, quand il sent que derrière, Honoré est quand même un coureur rapide, il décide de ralentir le rythme, ça fait revenir Sagan, mais il sait que Sagan a fait un gros effort, et quand Sagan fait un gros effort, souvent ça nuit à ses sprints. Et derrière, il lance ce sprint aux 250 mètres, c'est-à-dire un peu trop tôt pour Sagan. Et il s'impose parce qu'il sait qu'ensuite, c'est une descente. Donc, il avait bien repéré son étape Diego Ulissi. Il avait bien préparé son coup. Parce que je pense que pas beaucoup de coureurs savaient qu'il y avait une petite descente sur les 50 derniers mètres du sprint. Parce que même moi, qui pourtant avait regardé l'arrivée du parcours, je ne savais pas qu'il y avait cette petite descente. C'était pas indiqué par les organisateurs. Donc vraiment une très très belle étape pour Diego Ulissi. Et puis encore une nouvelle victoire pour UAE Team Emirates. Il les enchaîne quand même depuis la reprise, que ce soit avec Pogacar, mais également avec Ulissi. Et il ne faut pas négliger quand même Gaviria. Donc c'est une équipe qui fait pour le moment une bonne saison 2020. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'allais faire un stop, là, comme si j'allais faire un blanc. Mais je continue avec Sagan. 2e de l'étape, j'ai trouvé... Premièrement, Sagan, c'est une arrivée qui n'était pas simple, même pour un Peter Sagan, parce que on était sur des hautes intensités, on est monté à haute vitesse dans le final. C'est rare également que Sagan soit, ces dernières années, hyper offensif dans des arrivées. C'est-à-dire que c'est un coureur qui est hyper offensif pour aller chercher un maillot de meilleur sprinter, ça on l'a vu plusieurs fois, mais pour aller chercher la gagne, c'est pas forcément le meilleur. Et là, tactiquement, il a quand même senti que Wackerman, que Honoré, que Ulissi partaient, qu'il fallait les suivre, ce que n'a pas fait par exemple Michael Matthews. Après, c'est vrai que du côté de Sagan, il en manque un petit peu, mais je trouve quand même qu'il est beaucoup plus impliqué dans la course que lors du Tour de France, parce que lors du Tour de France, alors oui, notre ami le druide dit sur la chaîne L'équipe
qu'il était plus impliqué dans le Tour de France à partir du moment où il avait perdu la possibilité de récupérer le maillot vert. Il était déjà pas impliqué en début de Tour de France du côté de Sagan, c'est-à-dire qu'il a mis 10 jours à se mettre en route et encore, il n'a jamais vraiment été dans le coup sur le Tour de France. Et c'est pas que la gagne du maillot vert, même sur d'autres étapes, il n'était pas là et il a été assez mauvais. Et j'ai trouvé qu'il était impliqué, surtout qu'il avait des bonnes jambes, parce qu'encore une fois, finir deuxième sur une étape comme ça, il faut le faire quand tu t'appelles Peter Sagan, et là il a réussi à être excellent dans ce type d'arrivée, donc on peut s'en féliciter du côté de Peter Sagan, et donc c'est une belle deuxième place. Et puis je termine avec Nibali 8e pour les coureurs au top, bien mieux qu'hier. Déjà hier, je l'avais quand même dit, c'était un demi-flop. Et bien là aujourd'hui c'est quasiment pas un flop même pour Nibali, parce qu'il finit 8e tranquillement dans les roues, il a fait une belle étape. Je passe tout de suite au flop rapidement, parce que je vois que je suis déjà 11 minutes de vidéo et je veux pas que ça fasse trop long. Surtout que j'ai Liège-Bastogne-Liège à faire derrière. Du côté des flops, je commence avec Joe Dobrowski, lui aussi chez UAE, mais qui perd 30 secondes. Joe Dobrowski, c'est quand même quelqu'un qui l'année dernière, je crois, a fait 12e du Giro. Il était dans les mêmes eaux que Daniel Kanger, donc c'est quand même un coureur qui cette année peut faire top 10, parce que l'année dernière, il avait une grosse start list sur le Giro. Cette année, c'est peut-être un peu moins le cas, donc des coureurs comme Dobrowski peuvent aller chercher un bon résultat sur le top 10. Et en plus, hier, il fait un bon contre-la-montre, et là, tac, pas de peau, il perd 30 secondes sur une cassure, donc c'est un petit peu dommageable de se prendre une cassure, parce qu'il y avait quand même quelque chose à jouer. Et puis Astana, c'est vraiment pas la course de Astana, encore un coureur de perdu, c'est Vlasov, qui pourtant pouvait jouer le maillot blanc, mais problème, il semblerait, de santé pour Vlasov, donc voilà. Il abandonne aujourd'hui, et Fuglsang se retrouve maintenant avec une équipe qui au départ était solide, maintenant elle est très faible, son équipe, parce qu'ils sont déjà plus que 6, et au bout de 2 jours de course, je peux te dire que chez Astana, mentalement ça ne doit pas être ça. Très clairement, on doit être un petit peu dans une spirale négative, donc va falloir voir comment ça va se passer du côté d'Astana dans les jours à venir, mais c'est vraiment pas une bonne chose pour Fuglsang. Mais peut-être que demain Fuglsang pourra se refaire la cerise avec l'arrivée du côté de l'Etna. Ça sera une étape encore assez courte, 150 km à peu près. J'ai plus la distance totalement en tête, mais je sais que c'est aux alentours de 150 km. Arrivée par l'Etna, arrivée inédite, parce que c'est une portion de montée que nous n'avons jamais prise du côté de l'Etna. C'est un peu plus difficile que d'habitude, surtout dans le final. Faire attention au vent du côté de l'Etna, parce que c'est comme le Mont Ventoux, c'est une montée à découvert, mais vous saurez tout ça en regardant la présentation de cette étape numéro 3. Demain, elle sera en ligne à 7h30 comme d'habitude. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mega Production. Ciao ciao.